Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je donne tout de suite la parole à Alain Mahé, qui est directeur régional de l'AFPA en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous pour cette réunion. Alors, à l'origine, en fait, je devais être dans un avion en déplacement sur ce créneau horaire. Les choses ont été un peu décalées, fort heureusement. Je peux donc être parmi vous, au moins pour cette première introduction. Je devrais quand même, hélas, vous quitter tout à l'heure assez rapidement. Mais pour ce qui concerne la direction régionale de l'AFPA, Sylvie Clément-Cotus, vous connaissez sûrement, la directrice régionale adjointe, est là aussi et sera là tout au long de la réunion, outre bien évidemment Ève Barbagelata qui va assurer une partie de l'animation et de la présentation et Fabrice Marion. Je voudrais, si vous me le permettez, remercier les personnes qui sont avec nous, tout particulièrement Madame Joëlle Chenet, commissaire à la lutte contre la pauvreté. Bonjour, bonjour Joëlle. Les représentants aussi d'autres représentants de la préfecture de région, notamment de la DRIT, Madame Chantal Guénolé, merci beaucoup. Les représentants de la préfecture du Vaucluse, Madame Marilyn Cavrivière, de la DETS Vaucluse, Madame Nguyen Min, qui est Madame Emma Hérault, des représentants aussi du rectorat des Alpes-Maritimes, Madame Bernadette Soula, du conseil départemental du Vaucluse, Madame Claire Vison, Madame Lila Bua, qui représente, je crois, on aura l'occasion de revenir, l'ARDML, merci beaucoup. Les représentants des missions locales qui sont ici, nombreux et que je remercie très chaleureusement, notamment celle du Vaucluse, puisque vous allez le voir dans la présentation, on va prendre des exemples des témoignages du Vaucluse où des choses extrêmement intéressantes se passent. Je remercie d'ailleurs Madame Pascale Grosvalet, la directrice de l'AFPA du Vaucluse. Voilà. Donc, pas plus long sur cet aspect un peu protocolaire, mais qui est important aussi pour situer un peu le périmètre de cette opération. Pour vous dire quelques mots concernant l'AFPA, qui sont les suivants. Il y a à peine un peu plus d'un an, nous lancions ce dispositif, la promo 16-18, qui s'adresse à des jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans. On le faisait avec la mobilisation du réseau des missions locales comme partenaire pour bien évidemment prescrire cette prestation. On passe raconter d'histoire ni la refaire d'ailleurs, mais vous souvenez de démarrage qui, comme toujours dans un programme national, posait questions, s'accompagnait d'interrogations, notamment sur le lien avec la garantie jeune qui venait d'être renforcée, dont les objectifs avaient été augmentés, etc. etc. Nous avons tous ensemble réussi quand même à le mettre en place, l'AFPA avec ses partenaires, l'AFPA n'est jamais seule, avec ses partenaires sur les territoires. Ève dira tout à l'heure combien nous avons rentré de personnes et ce que ça a donné, mais c'est plusieurs centaines de jeunes qui sont rentrés, avec des sorties dynamiques et des sorties positives extrêmement intéressantes. C'est ça qu'il faut retenir, parce que mettre en place un programme, c'est d'abord et avant tout pour servir les publics auxquels il est destiné. De ce point de vue, je crois que c'est important, c'était la première fois qu'un programme national de cette ampleur se mettait en place sur ce créneau et sur ces publics. Et c'est bien de voir les résultats qu'il a produits. Vous le savez peut-être ou pas, mais un audit national a été réalisé dans plusieurs régions sur ce dispositif, à la demande de l'État. Cet audit a montré en substance pas mal de choses quand même très positives sur la nature des parcours, la construction des parcours, la dynamique des parcours qui s'y enclenchaient, sur le contenu, sur les méthodes, sur le format qui était proposé dans la plupart des endroits et qui sortait quand même de ce qui avait été jusqu'ici proposé, et surtout des éléments positifs, le disais-je, mais j'insiste à nouveau, sur les résultats en termes de sortie que l'on constatait. Vers différentes voies, dont l'alternance et l'apprentissage. Il n'y a pas que celle-là, loin s'en faut, on le verra dans les exemples. Enfin, celle-ci est, nous en conviendrons, dans ce contexte favorable de développement de l'apprentissage et de besoin de recrutement, une voie extrêmement prioritaire. Par conséquent, et je finirai là cette introduction, sachez que nous avons tous retenu il y a peu de temps que le programme était prévu en poursuite,
puisqu'à l'origine, les entrées devaient s'arrêter au mois de juin. Aujourd'hui, ce programme se poursuit sur la totalité de l'année. Ça, nous avons eu la réponse officielle. C'est, je crois, extrêmement important. Nous attendons d'une minute à l'autre, et ce n'est pas qu'une image, tout le monde comprend que dans l'actualité politique, les décisions gouvernementales, le Conseil des ministres se tient actuellement. Il est possible que le format change, pas d'exégèse inutile là-dessus, mais tout le monde le comprend. Par conséquent, quand je dis d'une minute à l'autre, c'est que oui, nous attendons une décision du gouvernement qui pourrait peut-être au niveau national, s'entend, traduire non seulement la poursuite, mais une volonté d'amplification et de développement de ce dispositif. C'est ça la dimension que je voulais poser aussi à cet instant dans les premières minutes, et vous dire que l'AFPA est extrêmement mobilisée sur la promo 16-18. Nous l'avons été en 2021, nous le sommes en 2022, nous le serons encore plus dès lors qu'il sera confirmé dans son maintien et son développement. Ça veut dire que nous mobiliserons plus de personnes, nous densifierons, nous intensifierons les moyens que nous mettons, les moyens humains que nous mettons là-dessus, les moyens techniques et les moyens matériels pour les contenus pédagogiques, les moyens aussi en termes de partenaires, de prestataires associés à l'AFPA pour réaliser ces opérations. Bien sûr, nous allons avoir besoin aussi de la mobilisation de tout le réseau de partenaires ici présents qui sont essentiels à sa réussite, les services de l'État, évidemment aussi celles des missions locales, les plateformes de soutien aussi, décrochage scolaire, je ne cite pas plus, mais tout le monde le comprend, les conseils départementaux d'ailleurs aussi. Et donc nous allons intensifier ça, et s'il était nécessaire, sachez aussi que nous avons une réflexion d'ores et déjà engagée pour étendre notre présence et notre capacité de réponse territoriale. J'introduis cette dimension parce qu'elle est, je crois, prégnante et importante. Nous avons eu tout au long de l'année, dans les dialogues avec les missions locales, nous avons bien compris aussi que dans les endroits où nous étions, par moment, si on voulait envisager une extension et un développement, il faudrait peut-être que l'AFPA montre une agilité capable de répondre sur des zones territoriales où nous ne sommes pas prioritairement présents avec nos centres de formation. C'est une réflexion qui est engagée, c'est une dimension qui est intégrée. J'en profite donc pour souligner et nous féliciter tous d'avoir sur Cannes ouvert une antenne promo 16-18 qui a connu, je crois, en ce début de semaine, une entrée réussie avec, d'après on m'a dit, une dizaine de personnes, et il faut le souligner, une dizaine de jeunes qui ont pu être accueillis. Voilà, ça préfigure la suite, et donc, et je vous promets de m'arrêter à présent, retenons ceci, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre soutien, Joël, Madame Joëlle Chenet, sur ce programme parce qu'il était très important. Merci à tous de ce que nous avons fait. Je voudrais, moi, au fond, nous engager après cette satisfaction à regarder devant. Il y a quelque chose, une donnée fondamentale qui est nouvelle, c'est celle du CEJ. Je crois, moi, qu'il y a une complémentarité extrêmement fertile et vertueuse à la promo 16-18 intégrée dans le cadre du contrat engagement jeune. Et je voudrais que du coup, ce qu'on a réussi en 2021, on le transforme et on le dépasse encore en 2022 au profit de ces jeunes et au profit de ces territoires. Vous l'avez compris, c'est une dimension qui, je crois, sera importante. Voilà, je m'arrête là. Fabrice, je te laisse poursuivre éventuellement. Je vois Madame Chenet, si bien sûr veut dire un mot à cet instant. Et puis je vous laisserai poursuivre. Je m'en irai sur la pointe des pieds en m'excusant par avance, mais je vous l'ai dit, l'AFPA sera bien là. Merci à tous. Merci Alain. Et justement, la parole dans l'ordre protocolaire qui était prévu pour introduire ce webinaire, c'est bien donc à Joëlle Chenet, qui est commissaire à la lutte contre la pauvreté. Madame Chenet, c'est à vous. Je crois que votre micro est coupé. Votre micro est fermé, je crois. Voilà, c'est bon. Mon micro vient de s'ouvrir. Bonjour Alain, bonjour à tous. Très heureuse d'être parmi vous. Je ne veux pas reciter protocolairement toutes les personnes qui sont réunies autour de cette table virtuelle, mais je suis très heureuse du succès de ce webinaire qui montre tout l'intérêt pour un dispositif
qu'effectivement, je souhaite soutenir parce qu'il me paraît extrêmement important dans la palette des moyens que nous développons pour permettre à chaque jeune de se construire un avenir. Donc, merci à l'AFPA de m'avoir sollicité pour cela. Je voudrais quand même, pour remettre la promo 16-18 dans un contexte qui me tient particulièrement à cœur, et ceux qui me connaissent le savent, c'est la question de l'obligation des jeunes de 16 à 18 ans, qui est entrée en vigueur depuis 2020, et la loi pour une école de la confiance. C'est un point très important de la stratégie pauvreté, et qui, dans notre région, a bien mobilisé les acteurs sous l'impulsion de l'adresse, bien sûr, des missions locales, de l'association des points d'accueil et des coups de jeunes, et évidemment de l'éducation nationale. Et finalement, c'est dans ce cadre et au croisement de la démarche Un jeune, une solution qui a été imaginée, proposée par l'AFPA et je veux dire entérinée par des moyens dédiés, la promo 16-18. Et voilà, rappelons qu'il s'agit des jeunes qui relèvent de l'obligation de formation, de reprendre confiance en eux, de découvrir des métiers, de rebondir. Je ne vais pas rentrer dans le détail du programme qu'on verra plus tard, mais je sais que c'est pour ces jeunes, les jeunes bénéficiaires, un sas de respiration, de découverte, de redécouverte des possibles, de son environnement, de soi, de remobilisation, et ça marche. Je sais qu'on y reviendra, donc je vais laisser la parole à Ève pour pouvoir en témoigner. L'AFPA aujourd'hui, et M. Mahé, vous avez dit que ça pourrait s'agrandir, l'objectif d'accompagner 2500 jeunes. D'où l'importance de faire connaître la démarche très largement. Et je pense que même s'il y a eu de la communication, à un moment donné, le bouche à oreille est aussi extrêmement important pour qu'on soit en capacité de croiser des dispositifs qui existent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de dispositifs publics qui sont mobilisables, une palette d'interventions importante. Donc, le travail qui est fait au sein des PSAD, dans l'obligation de formation, le plan Un jeune, une solution, le plan d'investissement dans les compétences avec les PIC invisibles, PIC 100% inclusion, le programme régional d'investissement dans les compétences et maintenant, vous l'avez dit, le contrat d'engagement jeune avec une déclinaison toute particulière pour les jeunes en rupture. Et les maîtres mots de ces démarches, c'est aller vers, c'est accompagner en prenant en compte les différents aspects des problèmes que rencontrent ces jeunes, que ce soit de l'accès au droit, au logement, à la santé, à l'accès à la formation ou à l'emploi, et puis aussi essayer de faire en sorte, et là aussi ceux qui me connaissent savent que je tiens, que les jeunes puissent imaginer un éventuel retour à l'école, parce que le travail est une priorité, mais à un moment donné, plus on est formé et plus on aura de chances dans l'avenir de trouver des métiers et des boulots qui nous plaisent. Donc voilà, beaucoup d'acteurs sont concernés à un titre ou à un autre, sont réunis aujourd'hui et témoignent de tout l'intérêt de promouvoir la promo 16-18 en amont, pendant ou en aval d'autres démarches. Et il nous appartient de tricoter tout ça. Et puis la promo 16-18, elle vaut aussi juste pour ce qu'elle est, mais en dehors de ce tricotage, et je crois que c'est un point d'appui extrêmement important. Je ne veux pas être très longue, mais je voulais juste vous dire que dans le cadre de la stratégie pauvreté, nous déployons des moyens qui visent à lever toutes sortes de freins à l'accès aux dispositifs et aussi à la promo 16-18. Alors, avec le relais des réseaux, je vous propose de me faire savoir ce qui, au fil de la mobilisation des jeunes dans le cadre de la promo 16-18, peut les empêcher d'accrocher à la proposition qui leur sera faite. On avait par le passé identifié la question de la mobilité géographique, vous en avez vaguement tout à l'heure un peu parlé, et je sais que des réponses partielles ont pu être apportées, mais peut-être que sur l'ensemble du territoire régional, nous avons la capacité de prendre à bras le corps des problématiques pour ensemble construire les solutions. C'est un des enjeux de la rencontre aujourd'hui que de mieux faire entrer la promo 16-18 dans l'ensemble des mesures que nous sommes en capacité collectivement de mobiliser en faveur des jeunes. Voilà, je ne veux pas être plus longue, mais merci à tous d'être là et de contribuer
à la promotion de la promo 16-18. Merci Joël Chenet, commissaire donc à la lutte contre la pauvreté. Parmi les organisateurs, il y a les réseaux de partenaires et notamment un partenaire très fort, c'est l'Association régionale des missions locales. Je donne la parole à Lila Bua. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais excuser le président Claude Fournier de la RDML, il est retenu par ailleurs. Et je voulais juste vous dire que nous sommes ravis de l'organisation de ce webinaire qui va permettre justement d'illustrer d'exemples réussis avec les missions locales du Vaucluse, les collaborations sur les territoires entre la mise en œuvre de l'obligation de formation, la mise en œuvre aujourd'hui du SEJ et le dispositif promo 16-18 ans. Quelques chiffres aujourd'hui, au 28 avril, on est à 11 500 jeunes identifiés mineurs 16-18 ans et avec un taux de satisfaction de 75% au niveau régional de réussite au niveau de l'accompagnement des jeunes qui est mené entre les missions locales et l'éducation nationale. Voilà, je vais vous laisser la parole à Bernadette, juste après moi. Oui, nous allons laisser la parole alors Bernadette juste après, peut-être la DETS qui devait prendre la parole, donc Madame Nguyen Minh, qui est responsable du pôle I2E. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc responsable du pôle I2E, qui veut dire insertion, emploi, entreprise. Voilà, pour clarifier. Donc moi juste une petite intervention déjà aussi, comme Lila, je suis ravie que cette réunion puisse se tenir parce que ça permet déjà de capitaliser, d'échanger entre nous et de voir un peu quel type de perspective on pourrait envisager ensemble pour renforcer ce dispositif. Donc juste quelques indicateurs de contexte sur le Vaucluse. Donc comme vous le savez, le Vaucluse, selon les derniers chiffres de l'INSEE 2021, est le 5e département le plus pauvre de France. Il se situe après la Seine-Saint-Denis. Donc on affiche un taux de pauvreté de 20% de sa population. À côté de ça, le Vaucluse aussi, c'est pas pour vous faire pleurer, mais quand même, ça explique un peu la fragilité du département. Le taux de chômage, c'est encore le taux de chômage le plus élevé de la région PACA, puisque le Vaucluse affiche un taux de chômage de 9,6% contre 8,3% pour la région PACA. Voilà, donc ça, ce sont des indicateurs qui nous obligent à mobiliser l'ensemble de la boîte à outils et la promotion statistique en partie, et aussi à se mobiliser pour pouvoir trouver des réponses innovantes et adaptées au contexte du territoire. À côté de ça, quand même, on a des signes positifs puisque on constate, comme dans tous les départements, qu'il y a une baisse de la demande d'emploi. Et dans le Vaucluse, la demande d'emploi des jeunes a baissé fortement puisqu'elle baisse de plus de 10% par rapport à l'ensemble de la population qui, elle, ne baisse que de 2,9%. À noter aussi également que le Vaucluse est doté de 11 contrats de ville et de 22 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et bon, c'est important, ça donne à voir de l'implication des collectivités territoriales dans l'insertion des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et ça donne aussi à voir sur la nécessité d'aller vers ces habitants du quartier, et notamment les jeunes. Donc, ce que je tenais à dire, c'est qu'au regard de ces indicateurs, face à ces indicateurs qui expriment une certaine fragilité du département, on a quand même des éléments très positifs. D'une part, la mobilisation par les missions locales, mais aussi Pôle emploi et d'autres acteurs du service public de l'emploi ont permis à 15 000 jeunes d'accéder à une situation d'emploi au travers des mesures Un jeune, une solution, avec une forte augmentation du nombre de contrats d'apprentissage, puisqu'on a eu une augmentation de plus de 60% en un an. Donc ça, c'est un signe positif, ça veut dire que les dispositifs fonctionnent, ça veut dire que les jeunes, on va les chercher, notamment les NEET. Et donc, il me semble important de poursuivre cette dynamique-là. Cette dynamique-là, elle est encouragée par la situation du marché du travail. Comme vous le savez,
les entreprises avec la reprise de l'activité et la sortie de la crise sanitaire. Les entreprises actuellement rencontrent des difficultés de recrutement et sont prêtes maintenant à s'engager pour recruter des jeunes, pour les accueillir, pour leur faire découvrir les métiers. Donc, il me semble important de, voilà, on a quand même un alignement des planètes qui fait que aujourd'hui, tout est possible et qu'il faut se saisir de ces opportunités-là, notamment pour les jeunes et les jeunes de 16-18 ans. Bon, tout ce travail-là, et c'est signe positif, c'est la baisse de la demande d'emploi des jeunes, elle a pu être obtenue grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, mais notamment des 4 missions locales, parce que je tiens à dire que nous avons 4 missions locales, on a cette chance-là, 4 missions locales qui sont performantes, engagées, qui font preuve de créativité, qui s'engagent dans différents dispositifs, bien sûr la promo 16-18, mais également dans les quartiers d'été, dans des actions qui relèvent de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il y a un partenariat avec le conseil départemental. Donc, s'agissant du Vaucluse, il me semble que c'est important de mobiliser encore de façon plus importante la promotion 16-18, qui, comme vous l'avez indiqué, est un dispositif structurant du contrat d'engagement jeune. La seule difficulté qu'on pourrait constater, puisque le département du Vaucluse est ce qu'on appelle un territoire urbain, et qu'actuellement, au regard des informations que j'ai, il semble que la promo 16-18 est bien optimisée sur le bassin d'emploi d'Avignon. En revanche, nous avons 3 autres bassins d'emploi qui sont éloignés du réseau de transport, etc. Donc, je pense que ça peut être l'occasion de réfléchir à comment permettre aux jeunes des territoires des 4 coins du département de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Aujourd'hui, il nous semble que ça fait défaut. Voilà, en tous les cas, je voulais vous remercier pour cette réunion et puis remercier le travail des missions locales qui, je l'avoue, se sont données à fond depuis bien longtemps, mais surtout pendant la crise sanitaire. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Zara Nguyen Minh, donc de la DETS du Vaucluse. Nous assisterons évidemment, hein, on n'a pas pu faire venir toutes les missions locales, en tout cas toutes les faire témoigner dans le programme qui est prévu, mais elles pourront témoigner pour celles qui sont là si elles veulent. On a bien prévu de faire parler la mission locale du Grand Avignon et de Carpentras, parce qu'effectivement, et si on a choisi comme ancrage le Vaucluse, c'est bien parce que ça se passe extrêmement bien avec vous tous qui êtes avec nous. Mais Pascal Grosvalet, la directrice de l'AFPA d'Avignon, aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je donne maintenant la parole à Bernadette Soulard du rectorat 06. Est-ce qu'elle est avec nous? Alors, elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle est dans la salle d'attente. Voilà, tout à fait. Je viens de l'avoir au téléphone et en fait, elle a eu un problème informatique, elle a été déconnectée et là, actuellement, elle est en salle d'attente. Ah, alors, elle n'est pas indiquée en salle d'attente, c'est ça qui est curieux. Puisque moi, oui, effectivement, elle s'est connectée une première fois, je l'ai acceptée. J'ai vu qu'elle avait essayé à nouveau de se connecter, je l'ai acceptée à nouveau, mais c'est vrai que moi non plus, je ne la vois pas en salle d'attente. Est-ce qu'elle pourrait éventuellement renouveler sa connexion, enfin, essayer de se reconnecter peut-être? Oui, alors Coralie Hawkins, je suis sa collègue sur l'Académie d'Aix-Marseille, je l'appelle tout de suite. Merci. Peut-être, donc Chantal, on va vous donner la parole pendant que vous êtes là. Donc Chantal Guénolé, qui est de la DRETS en l'occurrence, la Direction Régionale de l'Emploi et du Travail, et sur le contrat d'engagement jeune et sur la thématique globale, puisqu'on a beaucoup travaillé avec vous et c'est grâce à vous qu'on a pu organiser ce webinaire. Chantal, je vous donne la parole. Oui, merci Fabrice. D'abord, bonjour à tout le monde et puis merci de votre présence nombreuse. Donc, c'est le deuxième webinaire qui est organisé sur la promo 16-18. Alors, le premier, l'objet, c'était dans le cadre de l'obligation de formation. Et cette fois-ci, comme ça a été dit, la promo 16-18 devient une solution structurante du nouveau contrat d'engagement jeune. Alors, un petit rappel, un petit retour de l'obligation de formation, juste 3 secondes. C'était vraiment un dispositif qui a été mis en œuvre depuis juillet 2020 par les missions locales
dont la promo 16-18 était un outil bien utile pour les jeunes, ces jeunes-là, puisque l'obligation de formation s'adresse principalement aux jeunes en situation de décrochage, aux jeunes diplômés sans emploi, mais aussi à des publics spécifiques comme les travailleurs handicapés, les jeunes de la PJJ et les sortants d'ASE. Et donc, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sont 28 missions locales qui la mettent en œuvre. Alors, 20 CIO ou plus, moi j'avais un chiffre de 20, mais il y en a peut-être plus, et 20 plateformes de suivi d'appui et de décrocheurs scolaires qui sont co-animées justement pour suivre ces jeunes, les problématiques de ces jeunes, entre les missions locales et les CIO, et qui se réunissent en cercle élargi avec les autres acteurs concernés, notamment la PJJ et les CD, car le conseil départemental est aussi le lien avec, pour les jeunes qui n'arrivent pas à respecter l'obligation de formation. Et donc, la promo 16-18, au milieu de tout ça, c'est toujours, et c'est un outil, et c'est bien que ça puisse être étendu et prorogé, puisque c'est un outil bien utile pour ces jeunes-là, pour leur redonner une confiance, pour les remobiliser. Le but, parce que ce sont des jeunes mineurs quand même, donc le but premier, c'est le retour à l'école, mais bon, dans le cas où ils ne souhaitent pas retourner à l'école, c'est l'accès à la qualification et à l'emploi. Et donc maintenant, le contrat d'engagement jeune qui est mis en œuvre par les deux opérateurs du service public de l'emploi, que sont les missions locales et Pôle emploi, depuis le 1er mars 2020, et qui prend la suite de la garantie jeune. La garantie jeune était un dispositif qui fonctionnait très bien. Mais pourquoi l'arrêter et le remplacer par le contrat d'engagement jeune? C'est un rapport du comité d'orientation des politiques jeunes qui a estimé qu'il fallait aller plus loin dans l'intensité de l'accompagnement. Donc, le contrat d'engagement jeune, maintenant, s'adresse à tous les jeunes de 16, donc les jeunes concernés par l'obligation de formation à la promo 16-18, de 16 à 25 ans, et pour ceux qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés jusqu'à 29 ans. C'est un dispositif donc, qui est mis en œuvre par les missions locales et par Pôle emploi, qui propose à ces jeunes-là un programme intensif de 15 à 20 heures minimum par semaine d'accompagnement, un accompagnement qui peut être, qui peut comprendre de l'accompagnement collectif, de l'accompagnement individuel, et aussi de l'accompagnement en autonomie encadrée, c'est-à-dire que le jeune fait ses démarches tout seul, mais rend compte à son conseiller, puisque les démarches qu'il fait, le temps qu'il passe à faire des démarches de recherche d'emploi, de recherche de formation, est compté dans ses 15 à 20 heures par semaine. Ce contrat d'engagement jeune permet aux jeunes, sous conditions de ressources bien sûr, mais qui sont quand même largement assouplies depuis la garantie jeune, de bénéficier d'une allocation. Alors, cette allocation pour les jeunes mineurs, elle va jusqu'à 200 € et pour les majeurs, elle peut aller jusqu'à 500 €. Ce contrat d'engagement jeune permet aux jeunes d'avoir un référent unique à qui s'adresser. C'est un peu son repère dans cet accompagnement. Il va jusqu'à 12 mois, mais il peut être prolongé jusqu'à 18 mois. Et donc, l'accompagnement en lui-même est composé d'un socle commun d'action de l'offre de services des missions locales ou de Pôle emploi, sachant que les mineurs de 16 à 18 ans sont prioritairement orientés vers les missions locales, puisque ce sont les missions locales qui mettent en œuvre l'obligation de formation. Après, c'est le jeune ou ses parents qui choisit l'opérateur qui va le suivre, mais bon, les mineurs, c'est plutôt les missions locales. Donc, l'accompagnement intensif, c'est un socle commun avec l'offre de services de chacun des deux opérateurs et des solutions structurantes. Et donc, parmi les solutions structurantes, la promo 16-18, qui permet également de prolonger la durée de l'accompagnement en contrat d'engagement jeune. Par exemple, si un jeune atteint au terme de ces 12 mois d'accompagnement souhaite rentrer dans des ateliers de la promo 16-18, on peut prolonger son accompagnement pour lui permettre de bénéficier de la promo 16-18, des ateliers de la promo 16-18. Et enfin, le but du contrat d'engagement jeune, c'est l'accès à un emploi durable
Mais aussi, c'est que tous ces jeunes, puisque ce sont quand même des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, ou bien qui occupent des petits emplois précaires, puissent accéder à l'emploi rapidement et retrouver un projet professionnel. Et comme l'a dit Madame Chenet, il va y avoir un contrat d'engagement jeune spécifique pour les jeunes en rupture, c'est-à-dire que ces jeunes-là sont encore plus en difficulté que ceux qui bénéficient du contrat d'engagement jeune classique, entre guillemets, qui va faire l'objet d'un appel à projet bientôt. Et pour ces jeunes-là, seront prises en compte comme c'est le cas déjà pour les autres jeunes, mais peut-être prioritairement les freins périphériques au logement, à la mobilité, à la santé et à l'accès aux droits. Donc voilà, et donc la promo 16-18, c'est une très bonne nouvelle qu'elle soit reconduite et qu'elle soit étendue et peut-être modifiée, élargie sur les territoires puisque ça devient une solution structurante du contrat d'engagement jeune. Voilà, merci et bonne poursuite du webinaire. Merci beaucoup Chantal Guénolé donc de la DREETS. Je vois que Bernadette Soulard a pu nous rejoindre, ce qui est très bien. Ça permet de compléter ce qu'a pu dire Lila Bua, notamment sur la plateforme de suivi des décrocheurs scolaires. Je vous laisse la parole, Bernadette. Merci à tous et puis merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc oui, en effet, pour nous, la promo AFPA 16-18, c'est une solution qui vient en complément des actions qui sont déjà engagées par l'Éducation nationale, donc qui proposent des solutions qui sont multiples et qui s'appuient entre autres sur la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, et qui vise donc à permettre aux jeunes de satisfaire leurs obligations de formation. Donc, travailler ensemble, avoir connaissance de ce qui peut se faire au niveau partenarial, de partager ce qui est mis en œuvre par chacun d'entre nous, permet ainsi de proposer un accompagnement sur mesure aux jeunes qui sont concernés donc, par l'obligation de formation. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'organisation de ce webinaire qui permet de travailler ensemble en complémentarité. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Je crois que je reviendrai par la suite sur l'APSAD dans le cadre de l'obligation de formation avec Madame Beu. Et de toute façon, il y aura un moment d'échange important en fin de ce webinaire avec une table ronde qui permettra d'analyser ensemble comment on peut encore mieux travailler ensemble. Je propose de donner la parole maintenant à Ève Barbagé-Lata, qui est la référente régionale de la promo 16-18, donc pour l'AFPA, pour faire un rappel de ce dispositif 16-18, promo 16-18. Ève, c'est à toi. Bonjour à toutes et à toutes. Vraiment ravie de voir autant de monde connecté. Bon, je sais que ça a été déjà dit, mais voilà, c'est vrai qu'on avait eu déjà une expérience plus que positive à l'époque, au printemps dernier, hein, quasiment à la même époque. Cette fois, on s'était davantage concentré sur le territoire du 06. Voilà, là, c'est vrai que pour cette année, en tout cas pour le premier, c'est le 84 qu'on a souhaité mettre en lumière. Bon, il y a déjà pas mal d'éléments hein, que j'avais prévu de dire, mais bon, très bien, qui ont pu déjà être dits, je vais les conforter. Et puis, je vais essayer aussi d'apporter un éclairage avec notamment quelques assouplissements dans le cadre de l'accompagnement que l'AFPA propose au sein des 13 semaines. Donc, Fabrice, si tu veux bien, j'ai préparé des slides là à la suite du PowerPoint. Tu peux peut-être aller sur le premier, comme ça va illustrer mes propos. Alors, tu peux encore passer parce que ça, c'est ceux qui correspondaient en fait à ce que Chantal a dit. Voilà, ok. Alors, donc effectivement, on a maintenant près de 18 mois de recul par rapport donc au dispositif la promo 16-18. Donc il y a des retours d'expérience qui ont pu être faits par les équipes, qui ont été remontés au national et fort de ces retours d'expérience, on a proposé quelques assouplissements pour optimiser hein, le dispositif la promo 16-18. Alors, ce qu'on souhaite avant tout, c'est mettre en avant un parcours en relais. Là où on peut intervenir et assouplir, c'est au niveau de la prescription.
C'est-à-dire que depuis le début de l'année, en plus donc de la prescription par les missions locales et les CIO, on a ouvert la prescription aux acteurs de la PSAD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alors, les acteurs de la PSAD, ça peut s'entendre largement, sachant que les PSAD peuvent être composés de partenaires différents. Mais on est parti du postulat que le plus important, c'était de laisser donc aucun jeune sur le bord de la route. Et dès qu'un jeune nous était orienté, on proposait de pré-remplir une prescription que l'on proposait par la suite à la mission locale qui, de son côté, pouvait déjà inscrire le jeune s'il ne l'était pas déjà et après lui proposer l'accompagnement le plus adapté. Pendant le dispositif, on a fait le choix d'enlever une période de réflexion qu'on avait décidé de mettre entre la phase d'engagement et d'initiation, parce que finalement, cette phase de réflexion, elle s'avérait être un peu trop longue pour des jeunes qui, en fait, sont, à partir du moment où vraiment ils accrochent au dispositif, sont assez pressés qu'on leur propose des solutions. Et pour ne pas risquer de les perdre, on a décidé vraiment on va dire, d'étirer la phase d'engagement qui, à la base, dure une semaine, vraiment à la prolonger dans une phase d'initiation en sollicitant les jeunes sur des projets solidaires. Ça permet de les remobiliser davantage et de leur redonner confiance. Et pour l'après, voilà, on est toujours sur une sortie du programme avec un projet, avec un suivi à 6 mois qu'on propose de façon quasi systématique. Bien entendu, après avoir validé avec le conseiller référent auprès de la mission locale. Mais avec les chiffres que je vais vous proposer par la suite, il y a eu un réel progrès par rapport à la transformation donc, de cet accompagnement sur 13 semaines, suivi désormais quasi systématiquement par un suivi à 6 mois. Voilà. On veut éviter, en fait, on se rend compte qu'on veut éviter qu'à l'issue des 13 semaines, le jeune, finalement, n'ait pas le temps de finaliser son parcours de 13 semaines. Dans le slide d'après, donc là, je me penche davantage sur la réorganisation des phases en 2002. Sachez que c'est un document que vous aurez à votre disposition. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les phases, mais là, il y a vraiment 2 évolutions majeures qui sont à notifier. Alors, d'une part, on s'est rendu compte, pareil, au regard des retours d'expérience, que dans la phase de construction du projet, donc la 3e phase, initialement prévue pour une durée de 8 semaines, on a pu voir que pour certains jeunes, c'était un peu trop court. Donc, l'État, en fait, valide le fait que nous pouvons proposer à certains jeunes 2 semaines de parcours supplémentaires dans le cadre donc de cette phase de construction du projet. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ainsi, en fait, on arrive à sécuriser davantage les parcours et à diminuer de façon non négligeable les abandons. Parce qu'on se rendait compte que au bout de 6 semaines d'accompagnement, un jeune pouvait, enfin voilà, il y avait un petit moment de faiblesse. Donc c'est vrai que le sécuriser en lui proposant 2 semaines supplémentaires dans la phase de construction du projet nous permettait donc de diminuer ce nombre d'abandons. Je le dis oralement parce que c'est vraiment encore quelque chose, et on va le mettre en lumière notamment sur le territoire du Vaucluse. On a aussi la possibilité pour des MNA non francophones de leur proposer une phase, on appelait ça la phase d'engagement 0, donc une phase de 2 semaines, donc vraiment qui vient se greffer juste avant l'engagement dans le parcours. Et bon, ça, c'est sous réserve que nous disposions de ressources suffisantes, mais tant pédagogiques humaines, pour proposer du FLE. Voilà. Bon, on en parlera plus longuement par la suite avec le focus sur justement le centre d'Avignon et son action avec le conseil départemental. Fabrice, du coup, tu peux passer, merci. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un éclairage chiffré. Donc, je voulais revenir sur des bilans quantitatifs et qualitatifs. Donc, je vais vous proposer quand même un instantané pour 2021. Alors, effectivement, pour 2021, notre objectif était d'effectuer en fait 2504 parcours pour l'année 2021. Par rapport aux centres sur lesquels on a pu proposer la promo 16-18, nous, on est parti sur 2400 parcours offerts.
Nous avons eu 559 prescriptions et nous avons eu 502 jeunes effectivement entrés sur le dispositif. Donc là, vous pourrez voir le détail quant à la répartition donc de ces 502 jeunes sur les centres, les 7 centres que nous avons ouverts en 2021. Je souhaite porter à votre connaissance ce pourcentage donc, concernant les jeunes accueillis qui vivent dans les QPV. Donc en 2021, il y en avait 35%. En 2021 aussi, je voulais attirer votre attention que 98% des prescriptions sont émises par les missions locales. Voilà. En 2021, c'est vrai qu'il y avait vraiment, on voyait là au niveau de l'activité du centre de Marseille, voilà, c'est vrai qu'ils étaient vraiment plutôt en tête du peloton. Peut-être qu'on peut passer à la slide d'après. Justement, ça nous permettra de faire un comparatif par rapport à 2022. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que à l'instant T, donc depuis début janvier 2022, nous avons accueilli 191 jeunes. Et l'année dernière, au même moment, à un jour près, nous étions à 150 jeunes. Donc ça veut dire que depuis l'année dernière, nous avons réussi à accueillir 40 jeunes supplémentaires sur la région. On se rend compte aussi par rapport donc aux jeunes accueillis qui vivent en QPV qu'il y a une nette augmentation donc de ce public-là. Cette année, nous sommes à 47%. Voilà, je remonte aussi l'information concernant les prescriptions émises par les missions locales, parce que c'est aussi ce webinaire-là, je pense que c'est aussi l'occasion qu'on aimerait vraiment, en fait, avoir une meilleure articulation encore avec les CIO, parce que les prescriptions de la part des CIO sont encore assez timides. On a plus d'orientation de la part des CIO, mais c'est vrai qu'au niveau des prescriptions, c'est assez faible. Donc peut-être qu'on pourrait à nouveau se rencontrer pour travailler cet axe-là. J'attire aussi, alors juste attends, excuse-moi, je voulais finir sur, j'attire aussi sur votre attention sur le fait que cette année, au niveau de la répartition des entrées par centre, ça s'est plutôt équilibré donc entre Marseille, Nice et Toulon. Il y a eu une bonne progression au niveau de autant Marseille a vraiment voilà, à stabiliser ses entrées et c'est vrai qu'à garder son rythme de croisière. Et il y a eu une jolie évolution dans le 83 et dans le 06. Voilà, suivi de près par le 84. On peut passer du coup à la slide d'après. Ok. Donc par rapport à, donc là on était plutôt sur le volet quantitatif. Là je souhaitais attirer donc votre attention plus sur un bilan qualitatif. Donc en 2021, donc sur les 502 jeunes que l'on a accompagnés, donc à l'issue donc de 2021, 395 jeunes sont sortis du dispositif. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a commencé 2022 avec 107 jeunes en suivi en parcours. Bon, et sur ces 395 jeunes sortis du dispositif, si on cumule les sorties dynamiques positives et les accompagnements à 6 mois qui, dans la plupart du temps, enfin dans une quasi-exclusivité de cas, se transforment en sorties positives et dynamiques, on reste en fin d'année, avec vraiment la compilation de tous les chiffres, on reste sur le pourcentage, 2 jeunes sur 3 à l'issue de la promo C18 auront trouvé une solution. Voilà, donc pareil, dans le détail, voilà, on peut voir que parmi les sorties dynamiques et positives, en tout cas pour 2021, c'est l'alternance qui arrive en tête. Voilà. Je vais faire la même chose pour 2022, avec des chiffres donc arrêtés à fin avril. Donc pour 2022, on est aujourd'hui, donc on est à 181 sorties, pardon. On voit qu'on est à peu près à 20, il y a quand même un écart de 20, c'est-à-dire que on a 60 sorties dynamiques et positives contre 20 accompagnements à 6 mois. Bon, voilà, on est sur une proportion où effectivement, là encore, on fait mieux que l'année dernière et on va être à près de 77% de jeunes qui auront trouvé une solution à l'issue de la promo C18. À noter donc le nombre d'exclusions
qui a considérablement baissé, ainsi que le nombre d'abandons. C'est vrai qu'on essaie au maximum de sécuriser l'entrée sur le dispositif avec des réunions d'information, beaucoup plus de comités aussi avec la mission locale pour vraiment sécuriser l'entrée du jeune. Voilà, on peut... donc, ce sur quoi, donc là, effectivement, j'intègre dans le PowerPoint, mais ça, c'est plutôt pour votre information, l'ensemble des contacts et le prénom et nom des référents, avec donc l'information concernant les réunions que nous tenons de façon hebdomadaire dans chaque centre AFPA. Comme il vous l'a été précédemment annoncé, effectivement, depuis le lundi 25, nous avons donc délocalisé la promo C18 auprès de l'agence de Cannes. Donc, 10 jeunes sont entrés. Nous avons déjà 5 prescriptions en attente. Donc voilà, je pense que là, ça y est, c'est enclenché. Donc on est vraiment très satisfait de ce démarrage. Pour 2022, on va avoir vraiment 2 axes importants pour nous. Un que l'on va dénommer la promo C18 hors les murs. Donc voilà, on est vraiment sur une mobilité. Des moyens mis à la disposition justement pour travailler cette mobilité, avec notamment la location de minibus, 9 places. Je cite ce qui se passe actuellement avec la mission locale de hier dans le 83, à savoir que donc on a une personne qui tous les matins et tous les soirs va chercher les jeunes auprès de la mission locale de hier et les ramène le soir. Donc là, on est en pourparlers pour le faire également avec la mission locale de la Seine. Alors, sans pour autant aller jusqu'à la Seine, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau de la circulation, on a trouvé un compromis de s'arrêter au centre-ville de Toulon, juste à côté vraiment de la principale place et de la gare, ce qui nous permettrait justement de drainer des jeunes qui peuvent venir de la Seine, enfin vraiment de l'ouest Var. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'on cherche à développer, aller au plus proche des jeunes. Il y a également un point sur lequel je souhaiterais insister, parce que c'est vrai que on l'avait vraiment présenté comme un axe d'amélioration fin d'année 2021. C'était la prise en charge psychologique par rapport aux jeunes qu'on a amenés à accompagner. Et je voudrais citer en exemple 2 ateliers qui ont été mis en place. Alors, sur Nice, la médiation animale, qui remporte un vif succès. Et on sent que voilà, les jeunes sont vraiment attirés justement par rapport à ce lien et ce qui permet davantage de libérer leur parole. Et sur Toulon, je voudrais aussi mettre en lumière donc l'atelier équithérapie, voilà, qui est plutôt dans ce domaine-là. Donc on essaie en tout cas de le dupliquer dans les autres départements. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un complément d'information. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue qui va prendre la suite. Alors, attendez, excusez-moi. Dans un premier temps, pardon, j'ai sauté une étape. Je vais laisser la parole à donc dans le cadre de la déclinaison de l'obligation de formation et du SEJ dans le Vaucluse, à Monsieur Mimoun, responsable secteur de la mission locale du Grand Avignon. Monsieur Hassan Mimoun, si vous êtes là. Je suis là. Oui. Bonjour tout le monde. Merci. Je vous donne la parole, effectivement. Voilà. Donc, peut-être vous expliquer un petit peu comment on fonctionne sur notre territoire d'Avignon. La promo 16-18, en fait, c'est un outil pour les mineurs. On a rarement eu en mission locale des outils, des réponses à proposer aux mineurs. Avant l'obligation de formation aux mineurs en mission locale, c'est en fonction de ce qu'ils comprenaient, ils revenaient ou ils ne revenaient pas en mission locale pour lui proposer de l'accompagnement. Aujourd'hui, on a en plus un outil qui s'appelle la promo 16-18 et nous, sur Avignon, on a tout de suite accroché avec ce dispositif dans la mesure où il propose une pédagogie différente de ce qu'on connaît jusqu'à présent en termes de réponses dites solutions. Puisque la promo 16-18, ça n'a pas été dit, c'est une pédagogie qui est basée beaucoup sur le jeu.
Et c'est quelque chose qui parle bien aux jeunes, aux jeunes mineurs. Voilà. Donc, nous, la promo 16-18, on a invité tout de suite nos partenaires de l'AFPA à faire partie de la PSAD et donc de participer régulièrement à nos réunions dans la mesure où vous avez une solution à proposer. Et on a donné la possibilité de présenter à tous les partenaires de la PSAD le dispositif promo 16-18. Pour essayer d'articuler un petit peu les différentes solutions que l'on a d'ailleurs dans le cadre de tous les dispositifs qui sont prévus dans le cadre d'un jeune solution, on a proposé aux mineurs donc cette formation promo 16-18 avec la possibilité de bénéficier d'un soutien financier via le PACEA, l'allocation PACEA, et on leur proposait de pouvoir bénéficier de 200 € pour leur permettre au moins de répondre aux frais qui sont liés au transport, entre autres. Voilà, alors, notre fonctionnement avec la promo 16-18, c'est que nous, dans le cadre de l'obligation de formation, on a des référents, notamment une référente, et c'est vrai qu'elle propose systématiquement aux mineurs de pouvoir participer à la promo 16-18, dans la mesure où la promo 16-18, elle propose des réponses et des solutions aux demandes des jeunes quand on les rencontre en entretien sur nos permanences. Donc, on a tout de suite considéré que la promo 16-18, c'est sans être péjoratif, ça débroussaillait un petit peu le jeune mineur. Hein, ça lui permettait de lever son tablier d'écolier, je dirais, pour porter le tablier de salarié. Voilà, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est vraiment un défrichage qui est proposé. C'est pour ça qu'on souhaite l'articuler également dans le cadre du CEJ, le contrat engagement jeune, dans la mesure où ce qui n'était pas possible dans le cadre de la garantie jeune, hein, de pouvoir articuler la solution la solution promo 16-18 et garantie jeune. Aujourd'hui, on a cette possibilité avec le CEJ, puisque la promo 16-18 est considérée comme une solution structurante. Et donc, sur Avignon, on souhaite, en tout cas, on a commencé à le mettre en place, proposer systématiquement, dès le démarrage en fait du CEJ, une première, on va dire une première phase aux jeunes mineurs par la promo 16-18. Donc tous les jeunes qui souhaiteraient, tous les jeunes mineurs qui souhaiteraient intégrer le contrat engagement jeune, on leur propose de faire les différentes étapes qui sont proposées dans le cadre de la promo 16-18. Voilà, donc alors on a bien articulé, on a bien fonctionné sur Avignon. Derrière les dispositifs, il y a des acteurs. On verra aussi l'exemple sur Avignon concernant la promo 16-18 et les jeunes MNA, mais c'est quand même la volonté et l'engagement des collègues qui sont sur le terrain. Enfin, chez nous, c'est Marion Di Cristofano qui permettent ça. Et c'est quand même la possibilité qu'on a avec l'AFPA de pouvoir adapter aussi en fonction du public, en fonction du terrain. Donc, permettre éventuellement de réajuster en fonction des difficultés que l'on peut rencontrer.
Voilà un Merci, peu dans monsieur. le désordre ce que je peux vous dire sur voilà, l'articulation que l'on fait avec la promo 16-18 et j'ai sûrement oublié d'autres choses. Voilà. Merci, monsieur Mimoun. Justement, je donne la parole à Mohamed El Razali, qui est le responsable, qui est votre interlocuteur hein, direct, qui est le responsable de la promo 16-18 sur Avignon. Mohamed, c'est à toi. Ton micro est fermé, Mohamed. Mohamed, ton micro est fermé. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, et merci Hassan pour cette intervention. Bon, la promo 16-18, c'est vrai que nous, quand on a lancé, bon, il a fallu tout de suite avec les partenaires donc travailler ensemble et je remercie toutes les missions locales d'ailleurs de nous avoir tout de suite permis d'être intégrés, je dirais notamment au PSAD où aujourd'hui donc il y a un travail qui est très intéressant et qui nous a permis sur l'année 2021 d'accueillir 79 jeunes exactement, d'avoir 27 jeunes qui ont réussi à avoir une sortie dynamique ou positive et on a très peu d'abandon et on essaye parce que les jeunes qu'on reçoit avec les difficultés qu'ils ont, on essaye vraiment de les maintenir sur le dispositif, à savoir que la grosse difficulté pour ces jeunes, c'est justement d'être maintenus sur le dispositif. Hein. On se rend compte très vite qu'une fois qu'ils adhèrent, il y a quand même, alors pas pour tous, mais pour la majeure partie, une difficulté sur le respect des horaires, sur l'assiduité, etc. Donc il y a un gros travail qui est fait par l'équipe encadrante et je les remercie aussi parce qu'on arrive avec un résultat en définitive, bien qu'il y ait des ajustements qui sont réalisés, à avoir un taux d'abandon qui est très faible. Et puis bien que l'objectif sur l'année 2021 était de 390 jeunes, avec, comme je vous l'ai dit, 79 jeunes qui sont rentrés. Donc là, pour l'année 2022, l'objectif a été revu, recalibré. Alors, la promo 16-18, comme l'a dit notre directeur régional, elle a cette faculté, elle a cette possibilité, cette capacité de s'adapter au nombre de jeunes qu'on reçoit. S'il y a lieu de monter en charge, on a cette possibilité vraiment de recruter. On a ce moyen aujourd'hui. Et donc là, on est sur l'année 2022 à un objectif de 100 jeunes. On a déjà reçu 41 jeunes. 24 sont sortis avec une sortie dynamique ou positive. Et on a à ce jour 3 jeunes donc qui ont abandonné. Donc on est quand même satisfait du travail qui est réalisé. Et c'est en grande partie vraiment au travail en commun qui est réalisé entre l'équipe encadrante et tous les accompagnants, que ce soit les acteurs de la mission locale ou des autres structures qui accompagnent les jeunes. Donc voilà. Alors cela dit, on a des points forts, on a des axes de progrès. Ce qu'on a relevé en tout cas, et ce qu'on souhaite développer, on l'a déjà mis en place. Hein. Je vous donne un exemple, par exemple sur les informations collectives. On essaye de délocaliser avec une expérimentation qui a été faite avec la mission locale de Carpentras. Alors avec la mission locale d'Avignon, c'est vrai que c'est à proximité, il n'y a pas de souci, les jeunes, il n'y a pas de difficulté de mobilité. Mais sur les territoires un petit peu plus excentrés, donc on est en train de développer la possibilité d'aller carrément sur les territoires, rencontrer les jeunes et réaliser des informations collectives de manière à enlever ce frein de la mobilité pour les jeunes et essayer de les faire adhérer donc directement sur les territoires. Alors, quand je dis ça, je parle d'information collective, mais les freins, une fois que les jeunes adhèrent, donc il y a aussi aujourd'hui une volonté de vraiment, ça a été souligné tout à l'heure, une volonté de trouver des solutions. Alors tout à l'heure, on le verra, puisqu'il y aura une intervention de la mission locale de Carpentras, parce qu'on est sur une expérimentation avec eux, mais on souhaite aussi le développer vraiment à toutes les missions locales. Voilà, lever les freins sur la mobilité. Donc ça, c'est un point qu'on a relevé, qu'on souhaite
qu'on souhaite vraiment mettre en place. Et donc, il y a un travail qui est actuellement réalisé, mais on verra ça tout à l'heure aussi lors de l'intervention de la mission locale de Carpentras. Alors, on a aussi une particularité sur notre territoire. On a réussi, grâce à la mission locale, grâce à une collaboration entre la mission locale d'Avignon, du Grand Avignon, le conseil départemental, c'est d'accueillir des jeunes MNA, donc les jeunes MNA mineurs non accompagnés. Donc c'est parti en fait sur une demande de la mission locale d'Avignon. Bon, à savoir qu'il y a une particularité pour ces MNA, donc ils ont la barrière de la langue. Et donc, on a pu répondre à cette demande en mettant en place donc, une possibilité aux jeunes de suivre le parcours promo, mais d'avoir aussi en même temps, sur des temps dédiés, des cours d'apprentissage de la langue. Donc, ce qui leur permet d'évoluer à la fois sur leur apprentissage de la langue et aussi de monter en compétences à travers des ateliers qui sont prévus dans le parcours promo CS18. Donc voilà, tout à l'heure, il y aura aussi une intervention de M. Barbero, donc je laisse un petit peu le champ pour que M. Barbero aussi puisse développer de ce côté-là. Voilà, je l'ai dit, on a aussi un point fort, c'est la participation au PSAD, voilà, durant lesquels on a pu avoir aussi donc cet accès au PSAD où il y a un travail qui est réalisé et qui nous permet aussi de rencontrer tous les acteurs en fait du territoire et qui agissent sur l'accompagnement des jeunes et l'insertion des jeunes. Merci Mohamed. Justement, on va donner la parole à Michel Barbero du conseil départemental du Vaucluse sur ce travail qui est très bien mené pour l'intégration des mineurs non accompagnés, les MNA. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Michel Barbero, coordonnateur technique au service mineurs non accompagnés. Je vais tout d'abord laisser la parole à Madame Claire Vincent, qui est la chef de service enfants et adultes vulnérables. Alors, bonjour à tous. Pour vous présenter un peu les objectifs de la mission, donc le département accueille, évalue la situation des jeunes se présentant comme mineurs non accompagnés et ensuite pour les jeunes qui sont admis dans le dispositif mineurs non accompagnés, nous les prenons en charge et nous les accompagnons dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc avec deux axes forts, des enjeux forts au niveau de ces jeunes-là qui sont l'accès à la santé qui est primordial et vraiment l'accès à la scolarité et l'insertion professionnelle. Donc on contribue également au soutien matériel, éducatif et psychologique de ces jeunes-là. Actuellement, donc, nous accueillons au 31-12 331 jeunes avec 179 mineurs et 152 majeurs. Au niveau des pays qui sont représentés le plus largement, nous sommes sur la Guinée, Mali, Côte d'Ivoire. Et au niveau de l'âge des mineurs à leur arrivée, nous sommes sur une fourchette de 14 à 17 ans et demi, avec une forte prédominance des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans au moment de leur arrivée dans le dispositif. Sachant que, donc, du coup, si je reviens un peu sur les deux axes forts de la prise en charge, qui sont la santé et la scolarité, alors, je reviens sur les éléments. Donc, c'est vraiment un enjeu crucial qui va permettre aux jeunes qui nous sont confiés donc de s'insérer socialement tout de suite et ouvrir l'accès à la scolarité et à la formation et à la qualification afin de faciliter leur accès à un titre de séjour à leur majorité. Je vais laisser la parole à M. Barbero pour vous présenter un peu le parcours et aussi, c'est vraiment une course contre la montre pour ces jeunes-là d'arriver à 18 ans en ayant soit un accès à la qualification, soit être en cours de formation. Voilà, puisque effectivement pour ces jeunes, le contexte fait qu'ils ont vocation à être régularisés à leurs 18 ans. Et la particularité de ce public des MNA, ce sont des jeunes qui sont très demandeurs, des jeunes qui sont vraiment avec une volonté de vouloir s'insérer dans le territoire national et de pouvoir faire leur vie ici.
Donc c'est vrai que nous, je pense qu'à la différence de plusieurs partenaires, on n'a vraiment pas besoin d'aller les chercher finalement. Les jeunes donc viennent, souhaitent se faire admettre dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Donc pour ces jeunes, dès lors qu'ils sont admis dans notre dispositif et qu'ils vont être maintenus sur le département, puisque tous les jeunes que nous admettons dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance peuvent être réorientés dans d'autres départements. Donc pour ceux qui restent avec nous, et donc pour ceux qui sont plus âgés que 16 ans, le lien s'est fait avec la mission locale pour qu'on puisse les orienter dans le cadre de cette promo 16-18. Donc la mission locale pour nous est évidemment le prescripteur. Et les aspects qui sont intéressants, c'est vraiment, comme le disait Madame Vincent, c'est dans cette course contre la montre, le fait que la promo 16-18 est un dispositif très réactif, assez souple aussi, qui va permettre en fait aux jeunes de pouvoir, dès le début de leur arrivée, en fait, être dans un dispositif d'insertion. Peut-être que pour les choses soient plus vivantes, je vais évoquer la situation d'un des jeunes qu'on a accueilli relativement récemment. Il s'agit d'un jeune qui s'appelle Oumar. Oumar, il aura 17 ans en mai prochain. Il est arrivé en décembre 2021. Donc dès son arrivée, on l'a admis dans un des établissements hôteliers avec lesquels nous travaillons, le temps d'attendre une place dans une maison d'enfants à caractère social. Le lien avec la mission locale s'est fait. Il a été positionné sur les informations collectives de l'AFPA, à laquelle il a participé. L'AFPA a débuté donc peut-être 15 jours après son arrivée dans l'établissement hôtelier. Il a pu y participer 4 jours par semaine, du lundi au jeudi inclus. Il a fait les tests CASNAV donc, qui ont pour but de déterminer dans quel type de scolarité le jeune peut s'inscrire environ 4 semaines après son arrivée. Oumar est plutôt quelqu'un qui avait été scolarisé dans son pays d'origine, en Guinée, et qui avait un niveau scolaire relativement bon. Ce qui n'est pas le cas de tous, effectivement. Et donc, il a pu être orienté dans le dispositif d'accès à la qualification, donc le DAC, 6 semaines après le début de l'AFPA. Donc, l'AFPA a vraiment été une sorte de tremplin, un pied à l'étrier hein, pour cette démarche d'insertion. Et ce qui a été très intéressant pour Oumar, en fait, c'est que pendant la durée de l'AFPA, de l'intervention promo 16-18, il y avait une convention qui avait été signée, une convention de stage chez un patron, qui a abouti à une promesse d'embauche à l'issue de la scolarité en DAC, ce qui fait que Oumar est rentré donc là dans le DAC 6 semaines après le début. Il va aller jusqu'à la fin de l'année scolaire et en juillet, il va débuter un contrat d'apprentissage en qualité de plaquiste. Donc là, pour le coup, on a à la fois une sortie dynamique et à la fois une sortie positive. Hein, il me semble que ça relève des deux situations. Et puis, on en est donc à la 4e promo, si je ne dis pas de bêtises, 4e cohorte de jeunes. Et ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de maintenir ce partenariat qui est effectivement de très bonne qualité pour nous, que ce soit avec la mission locale ou avec l'AFPA, notamment en informant les jeunes, par exemple, quand ils ont des rendez-vous médicaux, de façon à ce que le correspondant puisse savoir, le correspondant AFPA puisse être au courant de pourquoi les jeunes ne seraient pas là éventuellement. Donc il y a des choses probablement à améliorer aussi de part et d'autre sur notre communication, sur notre collaboration, pardon. Et donc on a prévu d'ici quelques semaines de faire un point entre la mission locale et l'AFPA pour voir comment cette collaboration pourrait être consolidée. Donc, voilà sur ce que j'avais à rendre compte comme expérience. Merci Michel Barbero et merci à votre collègue aussi, donc Claire Vincent, qui est au département du Vaucluse. Mais justement, vous en parliez, on va donner la parole à la mission locale de Carpentras sur une partie, c'est plutôt la mobilité, comment la promo 16-18 a mis en place un frein à la mobilité. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est bon, d'accord. J'avais peur que le micro ne fonctionne pas. Donc, je suis Myriam, je suis conseillère à la mission locale de Carpentras.
Monsieur Leiani, le directeur aussi de la mission locale de Carpentras, est présent. Je ne sais pas s'il veut peut-être dire un mot avant que je m'exprime. Bonjour tout le monde. Non, allez-y, Madame Lebras. Ali Leiani, directeur de la mission locale de Carpentras. Et voilà, donc j'ai eu le plaisir de travailler avec Mohamed et Madame Lebras et d'autres collaborateurs sur la question de la mise en place de la promo 16-18 pour les jeunes suivis par la mission locale et notamment pour répondre aux problèmes cruciaux que nous rencontrons, comme toutes les missions locales qui sont sur des territoires à dominante rurale, des problèmes de mobilité et de déplacement de ces jeunes. Voilà, donc je laisse Madame Lebras vous exposer les éléments un petit peu de ce travail-là. Merci. Alors, oui, en effet, nous, sur Carpentras, le gros problème, c'est la mobilité des jeunes pour aller jusqu'au Pontet quotidiennement, puisqu'on a des jeunes qui habitent pas forcément sur Carpentras, donc dans des communes alentours, et c'est des jeunes qui sont déjà à remobiliser sur des actions dans leur quotidien. Alors, quand on leur propose un dispositif, certes, tout à fait adapté, tout à fait celui qui conviendrait le mieux là où ils en sont, et qu'on leur dit il va falloir prendre 3 bus pour s'y rendre tous les jours, c'est compliqué de les mobiliser. Et c'est ce qu'on a pointé comme constat déjà dans le courant de l'année dernière, puisque sur le nombre d'orientations qu'on a pu faire, finalement, peu ont abouti. Alors, une fois qu'ils sont mobilisés, il n'y a pas de souci, ça convient parfaitement. Et on voit sur les jeunes qui ont pu faire le dispositif, le parcours en entier, le bien que ça a pu leur faire et qu'ils ont tous pris en maturité. Ils sont sortis sur des solutions pour la plupart. Mais voilà, au préalable, déjà les mobiliser sur la réunion d'information collective et après sur une venue quotidienne jusqu'au Pontet, voilà, force est de constater que c'était très compliqué. Donc, le travail qui a été fait avec l'AFPA, ça a été déjà de délocaliser les informations collectives, ce qu'on a déjà mis en place là, dans le courant du mois de février et qu'on va continuer à mettre en place à l'avenir de façon hebdomadaire pour pouvoir, jeune par jeune, en fait, ne pas leur dire « bon, bah, reviens dans 15 jours ». Là, on va pouvoir leur dire « la semaine prochaine, tel jour à telle heure, tu as rendez-vous avec l'AFPA qui va venir te rencontrer et te parler du dispositif ». Et après, la mise en place d'un véhicule, Mohamed, tu interviens pour compléter, d'un transport pour pouvoir venir les chercher à la mission locale de Carpentras, ce qui permet déjà aux jeunes de Carpentras de trouver un transport directement, quasiment au pied de chez eux, et à ceux qui habitent dans les communes alentours, de n'avoir plus qu'un seul bus à prendre pour se déplacer sur Carpentras et être après véhiculé jusqu'à l'AFPA. Et pour compléter, il a été aussi question d'une délocalisation du dispositif sur la commune de Carpentras. Et ça, c'est des choses qui sont en cours de travail entre nous, et les partenaires et l'AFPA. Merci beaucoup pour votre témoignage. Mohamed, si tu veux rajouter quelque chose, oui. Oui, effectivement. Donc là, nous sommes là actuellement on a un minibus qui va arriver dès la semaine prochaine normalement, et donc on va pouvoir accompagner les jeunes qui rencontrent en fait cette problématique de mobilité. Bon, l'idée, c'est dans un premier temps de les accompagner, mais quand même, l'idéal, ça serait qu'ils puissent devenir autonomes. Donc, en les accompagnant, parce que, comme disait M. Leiani lors de notre réunion, le cumul des difficultés, et notamment avec cette difficulté de mobilité qui vient en complément, ça les fait décrocher, une fois de plus. Donc, l'idée, c'est, oui, de les accompagner dans les premiers temps pour qu'ils puissent rencontrer les jeunes, tisser des liens avec les jeunes et puis adhérer au dispositif. Et en parallèle, avec un travail en commun avec la mission locale, travailler la mobilité pour qu'ils deviennent
autonomes et qu'ils puissent, puisqu'on a déjà eu des jeunes qui sont venus de Carpentras ou même plus, mais c'était les plus débrouillards, je dirais, qui étaient déjà autonomes et qui n'avaient pas de grosses difficultés de mobilisation et donc qui ont pu suivre le parcours dans sa globalité. Donc l'idée, voilà, c'est ce travail qui leur permettrait aussi de lever encore mieux, si je peux dire ça comme ça, le frein de la mobilité en étant plus autonome et en étant accompagné dès le démarrage. Et puis pour que le 9 places, parce que c'est un minibus qui fait 9 places, puisse bénéficier à d'autres jeunes. Lorsqu'un jeune devient autonome, un autre le remplace, etc. Mais voilà, puis ce qui a été évoqué aussi par Myriam, c'est la délocalisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment cette volonté d'aller vers de la délocalisation. Donc il y a déjà un travail qui a été initié avec la mission locale de Carpentras, notamment avec la recherche de locaux pour essayer de s'installer sur Carpentras ou les alentours de manière à être vraiment sur le territoire. Et si ça s'est mis en place, eh bien, la question du minibus n'aura plus lieu puisque en étant sur place, on n'aura plus cette problématique de la mobilité pour le territoire de Carpentras. Mais plus largement, la volonté aujourd'hui, c'est vraiment d'aller là où se trouvent les jeunes et nous implanter sur les territoires où se trouvent les jeunes de manière à mieux les accompagner, à la faire adhérer donc sur leur lieu, quoi. Merci Mohamed pour ce complément d'info. Merci à Ali Léaniani et Myriam Lebras donc de la mission locale de Carpentras. On va passer à des exemples concrets d'ateliers et aussi évoquer des parcours de jeunes avec Laureline Dubois qui est monitrice éducatrice à l'AFPA d'Avignon. Laureline, c'est à vous. Bonjour. Alors voilà, comme vous disiez, nous on met en place, au-delà des ateliers qui sont proposés par Léo Lagrange, qui interviennent plusieurs fois par semaine et par nos formateurs, on propose des ateliers un petit peu différents aussi, qui permettent aux jeunes de sortir des murs et puis de découvrir un petit peu aussi l'environnement dans lequel ils vivent. Donc là, il y a 15 jours, avec la formatrice de l'équipe, on est parti découvrir des musées en fait avignonnais. Donc on a passé la journée avec les jeunes sur le centre d'Avignon. On a pu aller visiter 3 musées, on a mangé aussi à l'île de la Barthelasse, donc on a pris le petit bac qui nous a permis de passer de l'autre côté. Donc ça permet aussi aux jeunes de savoir qu'il y a cette possibilité-là aussi gratuitement de pouvoir se retrouver à la campagne à 2 minutes de chez eux. Donc ils ne le savaient pas, c'était plutôt chouette de leur faire découvrir ça. Au-delà de ça, on a été aussi à l'aérodrome d'Avignon où on a pu rencontrer une personne qui travaille à l'armée de terre en fait, qui est venue leur faire découvrir un petit peu les différents métiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air pour pouvoir les sensibiliser et puis leur proposer un petit peu voilà, des informer sur tout ce qui pouvait être mis en place pour eux aussi. On a pu visiter aussi l'intégralité du site de l'aérodrome, donc sur une après-midi. Ça, c'est des ateliers qu'on essaye de mettre en place assez régulièrement parce qu'on voit le bien que ça peut faire au groupe aussi de se retrouver sur l'extérieur de l'AFPA. Au niveau de la dynamique de groupe, c'est quand même assez sympa. Alors, vous avez une action aussi forte pour la découverte, pardon Laureline, je vous presse un petit peu, mais pour qu'on reste dans le timing. Vous avez une action très forte aussi sur la découverte de la palette des métiers des territoires du Vaucluse pour bien orienter les jeunes vers ces métiers en tension. Exactement. En fait, on visite assez régulièrement pour toutes les promos là. Donc là, on le met en place en ce moment. On visite tous les centres de formation qui sont relatifs et qui peuvent leur proposer en fait des contrats d'apprentissage. Enfin voilà, de se former en contrat d'apprentissage via l'éducation nationale aussi. Donc là, avant-hier, on a été visiter pas la chambre des métiers, pardon, le CFA Florentin Mouret sur Avignon. Dans 15 jours, on visite la chambre des métiers aussi sur Avignon. On va aller à l'école d'audiovisuel aussi pour les jeunes qui sont intéressés pour pouvoir leur faire découvrir un petit peu toute leur formation. Voilà, on essaye de mettre en place un petit peu tout ça pour qu'ils puissent avoir une vision plus large de tout ce qui est proposé dans le département et tout ce à quoi ils ont accès assez facilement en fait. Et si je peux me permettre aussi pour la réussite des projets professionnels, vous travaillez en lien fort, étroit avec les familles et avec les parents. Oui, on travaille beaucoup. Alors ça, c'est surtout mon rôle à moi d'éducatrice.
Je travaille toujours en lien avec les parents. Quand c'est pas le cas, quand c'est pas les parents, c'est avec les éducateurs ou avec les personnes qui suivent ces jeunes à l'aide sociale à l'enfance ou autre. Pour ça, je les ai très régulièrement au téléphone. Donc, dès qu'il y a un petit souci, on se met en lien, on essaye de vraiment décortiquer un petit peu le problème pour que le jeune puisse passer outre ces difficultés. J'organise aussi régulièrement des temps de rencontres avec les éducateurs ou les parents souvent aussi d'ailleurs, il y a souvent des éducateurs et des parents, pour pouvoir justement mettre un petit peu en place, baliser un petit peu tout le parcours du jeune. Pour exemple, on a pu mettre en place des emplois du temps adaptés pour des jeunes qui étaient vraiment en difficulté à venir sur la promo, donc en proposant dans un premier temps des accueils sur juste les matins et puis un petit peu plus au fur et à mesure. Enfin voilà, on essaye de s'adapter au mieux pour que les jeunes se sentent sécurisés avec nous et qu'ils puissent se mettre vraiment dans le parcours convenablement et avec enthousiasme. Alors justement, comme l'a fait tout à l'heure notre collègue Michel Barbero du conseil départemental, vous avez des exemples à nous donner de réussite de jeunes sur les parcours de la promo 16-18 d'Avignon? Oui, alors on a l'exemple de Serge qui est assez parlant parce que Serge c'est un jeune qui est arrivé, qui a été placé pendant plusieurs années en fait et qui est retourné chez sa maman au mois de janvier, qui était vraiment dans le rien pour le coup. C'est vraiment un jeune qui n'avait pas de solution, qui savait pas du tout quoi faire. Quand on l'a accueilli sur la promo, on était sur un tout petit collectif, donc ça a été un petit peu difficile pour lui au départ. Il a commencé à nous parler un petit peu de son projet d'avenir en nous disant je sais pas si je veux faire de l'informatique ou de l'animation ou ingénieur son. Enfin voilà, il était un petit peu perdu dans tout ça. Ensuite, on a accueilli un groupe de MNA de 21 jeunes d'un coup, donc il s'est retrouvé tout de suite dans une très grande promo où il a vraiment trouvé sa place, où il a été hyper bien accueilli par les autres jeunes. Tout le monde était très bienveillant les uns vers les autres, donc c'était assez sympa de voir ça. Et puis, on a eu Serge qui s'est ouvert vraiment à la formation, il s'intéressait à tout, il était à fond sur tout ce qu'on lui proposait. Et puis, Léo Lagrange nous propose des ateliers avec les petits débrouillards. Et puis au fil d'une discussion avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, ils proposaient des services civiques qui étaient assez larges puisqu'ils font des services civiques qui concernent et l'animation et l'informatique et puis ils ont de quoi faire de l'enregistrement de son, enfin plein de choses. Donc on a tout de suite pensé à Serge, on a du coup accompagné Serge avec sa mère sur le local des petits débrouillards où il a pu se mettre en lien avec eux. Et puis là, à partir de demain, il commence un stage d'une semaine là-bas dans le but de pouvoir lui faire un service civique. Donc, il va voir un petit peu comment ça se passe, si ça lui convient. Mais bon, dans l'idée, tout devrait très bien se passer, il n'y a pas de souci. Et voilà, là, pour le coup, on a vraiment réussi à répondre à toutes les demandes de Serge. On a beaucoup sécurisé le parcours parce que c'était un jeune qui était très angoissé, qui devait d'ailleurs lui-même intervenir aujourd'hui, mais ça lui faisait beaucoup de pression entre le stage demain, le service civique et puis ici aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, on a Luna aussi, c'est une jeune qui a fait un bac littéraire l'année dernière et puis sortie de son bac, elle savait pas vraiment quoi faire, donc elle s'est rapprochée de la mission locale qui nous a fait une prescription pour l'accueillir. Elle a fait un parcours très positif où elle s'est investie vraiment dans tous les ateliers, où elle a pu parler de son désir de retourner vers l'éducation nationale. Et là, cette année, elle a repris une licence en sociologie sur Aix-en-Provence. Donc voilà, aujourd'hui, elle nous demande de pouvoir venir voir nos jeunes et faire un petit programme sur pourquoi les jeunes décrochent, qu'est-ce qu'un décrocheur scolaire. Donc voilà, on reste en lien aussi avec ces jeunes sur du long terme et je trouve que voilà, ça a du sens et pour eux et pour nous, c'est valorisant pour tout le monde et voilà, c'est gagnant pour tout le monde. Merci Laureline. Et puis vous avez déjà parlé du parcours MNA, des mineurs non accompagnés. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Alors oui, vous en avez un petit peu parlé. Alors c'est vrai que nous, c'est des jeunes qu'on a accueillis souvent sur des groupes qui sont arrivés voilà, par petits groupes, soit de 5-6, soit un gros groupe de 21 il y a peu de temps. Qui ont vraiment accroché sur la promo, qui sont au niveau de l'assiduité, c'est vraiment des jeunes sur qui on n'a pas à se plaindre, ils sont toujours présents, toujours motivés pour toutes les activités qu'on leur propose. Et là, cette semaine, on en a 11 d'entre eux qui sont rentrés sur un dispositif de l'éducation nationale, donc soit en DAC, soit en alpha.
Donc voilà, ça les empêche pas de passer nous voir aussi régulièrement pour nous expliquer un petit peu où ils en sont dans leur parcours. Donc on a pu vraiment créer un lien assez privilégié avec ces jeunes-là. Et puis voilà, notre collaboration avec le département nous permet aussi de baliser le mieux possible ce parcours pour que les jeunes soient sécurisés et qu'ils s'y investissent le mieux possible. Merci Laureline de votre témoignage et de votre expérience. Je vais donner la parole à la directrice. Pardon ? Juste une précision, si je peux, justement sur le parcours pour les MNA. Le parcours promo 16-18 fait 13 semaines et donc aujourd'hui, il s'est adapté, même au niveau national, parce qu'on n'est pas le seul département en fait, à accueillir des MNA, pour permettre en fait 4 semaines supplémentaires qui vont être en amont en fait, du dispositif. Et ça consistera essentiellement à l'apprentissage de la langue. D'accord, merci pour cette précision importante. Je donne la parole à Pascale Grosvalet, qui est la directrice de l'AFPA d'Avignon, sur son témoignage pour pourquoi ça fonctionne si bien à Avignon. Oui, bonjour. Déjà, beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses ont permis, beaucoup des échanges ont permis de voir un peu pourquoi ça fonctionne. Déjà, je remercie l'ensemble des intervenants pour leur témoignage et leur mobilisation pour le développement du dispositif. À Avignon, donc, il y a eu un temps d'écoute et de partage entre les partenaires au tout début du dispositif. Ça a été vraiment la mobilisation de l'ensemble de tous les acteurs, que ce soit la mission locale, le département, l'AFPA, qui ont permis à ce que ce dispositif se développe. Au début, ça a été un peu compliqué, on est allé à tâtons, mais effectivement, très rapidement, la mobilisation et l'écoute mutuelle ont fait qu'on a pu accueillir en 2021 80 jeunes environ. Aujourd'hui, l'écoute mutuelle, je crois que c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est que chacun est à l'écoute des besoins de l'autre. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut aller plus loin, qu'on a tous la volonté d'aller plus loin et de travailler ensemble, à lever l'ensemble des freins qui peuvent se mettre sur notre chemin pour que ces jeunes puissent accéder à ce dispositif. Et donc, comme cela l'a été dit, aujourd'hui, notre volonté est vraiment de nous adapter, de renforcer l'accueil des publics, qu'ils soient MNA, jeunes des missions locales ou tout type de public, les jeunes PJJ également, on en a parlé. Voilà, qu'on diversifie et qu'on s'adapte à chaque fois à ce que le dispositif puisse permettre aux jeunes d'accéder à cela. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. C'est vraiment, à chaque fois, on se met l'équipe, Mohamed, les partenaires autour de la table et permettent d'améliorer, de développer, de trouver des solutions. Alors, on a parlé du FLE, on a parlé effectivement des dispositifs où on peut permettre d'avoir une adaptation des parcours, une adaptation des horaires, etc. Et puis maintenant, vraiment, la volonté, c'est la mobilisation autour de la mobilité et la délocalisation. Je crois que c'est les deux grands enjeux qui maintenant vont nous permettre d'aller encore plus loin et d'être vraiment, on va dire, de plus en plus efficace sur ce dispositif. Donc, d'une manière générale, voilà, ce que l'on peut constater, c'est que tous, on est vraiment de part et d'autre dans la volonté de valoriser et de développer le dispositif. Et je remercie à ce titre l'ensemble de l'équipe et puis l'ensemble des partenaires pour que ce dispositif perdure, je l'espère, comme nous l'a indiqué Alain Mahé au début. J'espère que ça sera de bonne augure et qu'on pourra voir ce dispositif s'envoler et se déployer encore plus. Voilà. Encore merci à tous et puis on continue pour que ça fonctionne encore et toujours. Merci. Alors Pascal, si tu permets, on ne va pas s'arrêter là, même si on a un petit peu dépassé le temps, mais de très peu. Il y a certainement des témoignages des personnes qui sont avec nous. Vous êtes encore plus d'une cinquantaine, vous avez été jusqu'à 80. Si vous avez, la parole est ouverte, c'est une sorte de table ronde avec une question qui se pose, quelle solution pour optimiser les entrées dans le dispositif avec l'ensemble des acteurs, mais vous pouvez évidemment évoquer d'autres thématiques autour de cette promo 16-18. Je vous laisse la parole. Enfin, moi, je me permets, c'est M. Mataïch, ami de la DETSPP 04. Alors, j'envie tous les départements qui bénéficient de ces accompagnements. On avait déjà abordé la discussion l'année dernière et il y avait initialement de prévu 45 entrées. À ce jour, je n'ai pas de retour sur la mise en place
de ce dispositif sur le département 04. Dans les perspectives 2022, je ne vois pas non plus de chiffres indiqués. Donc, je commence un peu à m'inquiéter pour les jeunes du 04 qui ne bénéficient pas du tout de ce dispositif apparemment. À moins que vous me disiez qu'il y a des jeunes qui sont entrés dans d'autres centres, soit du 05, soit d'autres centres dans le 13 ou ailleurs. Donc, du coup, je m'inquiète beaucoup pour les jeunes du 04. Alors, je laisse la parole répondre si vous le souhaitez. À Sylvie Clément-Coutus, la directrice régionale adjointe de l'AFPA qui est avec nous, ou à toi, Ève. Non, si Sylvie veut intervenir, il n'y a pas de problème. D'abord, Ève, et je compléterai si nécessaire, parce que des choses très opérationnelles. Oui. Merci, alors, merci pour votre question. Bon, j'avais vu précédemment votre mail. Effectivement, hein, on avait eu des échanges dans ce sens-là l'année dernière. Moi, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec la directrice adjointe de la mission locale, donc c'était de Digne, puisqu'elle m'avait parlé également, enfin voilà, on avait envisagé Manosque. Bon, c'est vrai que voilà, là où nous, on avait été freinés, c'est pour trouver des locaux. Parce qu'elle-même, elle me disait être en difficulté par rapport à ça. Nous n'avons plus de locaux sur ce territoire-là. Donc, il y a une vraie difficulté par rapport à ça. Par rapport à tout ce qu'on a pu dire aussi sur notre volonté donc, de développer une promo 16-18 hors les murs, c'est vrai que nous, à partir du moment où on a des prescriptions, c'est vraiment le go pour délocaliser. Aujourd'hui, voilà, nous n'avons jamais reçu de prescription de la part de la mission locale de ce territoire-là. Nous sommes prêts, j'avais proposé, on pouvait se déplacer pour faire des réunions d'information. Enfin voilà, on n'a pas eu de retour à ce niveau-là. Moi, je veux bien relancer parce que c'est vrai que là, c'est peut-être qu'en 2022, c'est encore plus fort hein, la volonté de délocaliser, d'aller au plus proche des jeunes. Nous avons à l'esprit ce besoin-là, mais c'est vrai que voilà, moi, j'y suis allée, j'attendais un retour aussi en fait finalement. Ben, pour nous, apparemment, ce que j'ai cru comprendre dans les discussions qu'on a eues aussi précédemment avec la mission locale, c'est que du fait qu'il n'y a pas vraiment de lieu dans le 04, ça handicape. Les jeunes ne souhaitent pas aller apparemment dans d'autres centres. Donc du coup, du fait de l'absence de lieu dans le 04, il n'y a pas de jeunes qui sont intéressés pour aller vers d'autres centres éloignés. Et du coup, c'est une solution à la fois de mobilité qui est posée, la solution de mobilité, mais aussi la solution de trouver ou d'avoir un local spécifique dans le 04. Si je peux compléter, la parole, peut-être. Oui. Excusez-moi, je vais compléter parce que c'est quelque chose qu'Alain Marais a dit au départ. Dans le cadre du projet initial, les établissements AFPA qui étaient repérés, c'était une liste exhaustive nationale. On a, comme l'a dit Ève, on a plusieurs évolutions du dispositif, dont la délocalisation d'action. Donc, le sujet du 04, on va se le reposer et on va voir quelles sont les solutions que l'on peut trouver de rapprochement, on va dire, hein, de la prestation du lieu de résidence des jeunes. Je n'ai pas la solution là pendant le webinaire, mais en tout état de cause, c'est un sujet qui va se poser sur nombre de territoires. Et on va élargir nos implantations, y compris par des implantations temporaires, si on a une demande qui est une demande avec un nombre suffisant de jeunes. Le nombre suffisant de jeunes, ce n'est pas forcément énorme, mais en tout état de cause, on ne peut pas imaginer une délocalisation pour 3 ou 4 jeunes. Ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà, la question, elle va se poser, on la prend pour nous. Ève vous répondra très précisément parce que c'est une question sur plusieurs territoires. Merci bien, d'autant plus que le contexte du SEJ peut favoriser le nombre de jeunes qui pourraient être intéressés ou orientés vers ce dispositif. Merci beaucoup. Probablement, oui. Clairement, oui. Chantal, est-ce que vous la parole? Oui. Ah, pardon. Chantal, excusez-moi, c'est par rapport à ce sujet-là ou c'est une autre question? Non, c'était juste pour vous dire que je suis obligée de vous quitter, donc je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'avais juste une petite question avant de partir. Quand vous dites que vous délocalisez,
C'est-à-dire que vous allez dans un autre endroit qu'un centre AFPA et vous mettez en place tous les ateliers qui sont prévus dans la promotion 18. Oui, alors, oui, je pense que F peut peut-être parler de Cannes, puisque ce n'était pas prévu sur Cannes et on vient de le faire sur Cannes. F, si tu veux parler de la façon dont on le fait sur Cannes. Voilà, alors là, en l'occurrence, on délocalise dans une agence AFPA. Ok, donc oui, nous allons faire vraiment un parcours à l'identique. Pour le coup, vous voyez, on est déjà, enfin nous, on avait anticipé et on a déjà commandé des ateliers auprès de Léo Lagrange pour qu'ils interviennent sur Cannes. Et après, nous proposons le même parcours pédagogique. D'accord. Hein, c'est à l'identique. C'est pas on va dire que ça va pas être une pâle copie d'un dispositif que l'on fait dans un centre AFPA, surtout pas, vraiment pas. Ça aurait pu être un seul des ateliers, par exemple, en fonction de la demande des jeunes. Enfin, on ne peut pas être à la carte comme ça, c'est pas possible. D'accord, donc là, c'est vraiment à l'identique, oui, c'est bien. Oui. Donc, il vous faut quand même des locaux un peu conséquents. Ben, pas forcément, parce que là, on est en pourparlers avec la mission locale d'Aix-en-Provence. Et c'est vrai que dans ce qu'on a pu avancer, nous, en fait, ce qu'il y a, c'est que, surtout en termes de cohésion aussi de groupe parmi les jeunes, pour nous, c'est intéressant de commencer à partir d'un groupe constitué de 8 jeunes. 8 jeunes, ça veut dire une salle avec 8 ordinateurs et éventuellement un bureau, mais pas forcément disponible à temps plein, mais peut-être un jour par semaine pour faire des entretiens individuels. Mais nous, une salle avec 8 ordinateurs, qu'on peut aussi, enfin, juste une salle même nue, on peut venir avec des ordinateurs, voire des tablettes. Voilà, c'est ce dont on a besoin pour démarrer un dispositif, la promo 16-18. Oui, donc ça peut être faisable dans les Alpes-de-Haute-Provence comme celui-ci. Voilà, et d'ailleurs, c'est ce que je voulais aussi dire pour vraiment insister combien je l'ai encore à l'esprit. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu des échanges avec les apprentis d'Auteuil, et parce que ils sont, enfin, vraiment, ils sont aussi dans une perspective de délocalisation, et on a parlé justement de ce territoire-là. Et pourquoi pas même y aller ensemble, parce qu'il y a vraiment des actions qui pourraient s'articuler. Et à ce moment-là, pourquoi pas partager des locaux. Nous, on est vraiment dans cette dynamique-là, en tout cas. Très bien, ben merci beaucoup et merci à Chantal. tous, et bonne journée. Au revoir. Merci Chantal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, est-ce que vous pourriez redonner le contact que vous comptez pour les prescriptions? Alors, je suis en train de vous répondre. Ah, merci. Alors, déjà, juste pour rappel d'info, le document là, qui a défilé va être partagé auprès de tous les invités, de tous les participants. Et donc, justement, dans ce document, j'ai rappelé l'ensemble des contacts des responsables de la promo avec leurs coordonnées. Donc là, pour le Pontet, vous pouvez vous adresser à Mohamed El Razali. D'accord, qui a parlé précédemment. Ben, je te laisse, tu vois, du coup, Mohamed, je te laisse répondre dans la discussion, peut-être. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, écoutez, je vous propose de nous arrêter là, peut-être donner le mot de la fin à Ève ou à Sylvie Clément-Cotus. Sylvie, si tu veux parler, tu peux. Je remercie vraiment tout le monde. Je crois que ce qui est important à retenir, c'est l'évaluation très positive de cette prestation sur les sorties positives dynamiques et le fait que l'État le considère comme étant un des outils aujourd'hui les plus performants sur l'accompagnement des jeunes quand on les compare à d'autres types de prestations qu'on avait eu l'habitude de mettre en œuvre. Donc, déjà, la prolongation jusqu'à la fin de l'année est une bonne chose. Normalement, cette prolongation devrait être probablement suivie d'une commande pour l'année prochaine, ce qui veut dire qu'on est dans une dynamique qui n'est pas coup de poing, mais qui est bien inscrite dans le temps. Et que ça nous permet aussi aux uns et aux autres de nous organiser pour repérer les besoins sur des territoires sur lesquels nous ne sommes pas, effectivement,
et construire des groupes sur ces territoires-là. La notion de groupe, je vous l'ai dit, elle est relative, elle n'est pas forcément très énorme, très quantitative. Pour autant, c'est un vrai levier de la dynamique de la prestation. Donc, voilà pourquoi on y est très, très sensible. Merci à tous et je crois que ce projet qui est très collaboratif, en tout cas, ne peut réussir qu'avec notre engagement à tous. Très bonne journée. Je vois des mains levées, je crois. Oui, Christine Pellerin. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Bonjour, merci. Christine Pellerin, directrice pédagogique de CES Vaucluse. Je vous remercie pour cette très belle et complète présentation. Je souhaitais simplement profiter de ce webinaire pour solliciter Monsieur Barbero pour un rendez-vous en dehors. Des éléments qui ont été présentés me semblaient très, très pertinents aussi dans le cadre d'un travail partenarial. Et je sais que nous avons aussi engagé un très beau travail partenarial avec l'AFPA sur cette question-là des jeunes de la promo 16-18. Merci beaucoup. Merci, madame. Si on laisse la possibilité d'une dernière question, s'il y en a encore. Sinon, merci en tout cas à toutes et à tous pour… alors oui, je vois encore une main qui se lève. C'est Hervé Pavlov, je crois voir. Pavlovski, pardon. Je vous donne la parole. Votre micro est coupé, monsieur. Pardon, excusez-moi. Moi, je suis Hervé Pavlovski, chef d'unité des politiques en faveur des demandeurs d'emploi et des jeunes sur les Alpes-Maritimes. On a eu l'occasion de venir sur le site RAFPA de Nice avec ma supérieure hiérarchique. Moi, j'aurais une question, je me permets de la poser quasiment à la fin. C'est par rapport à l'appel à projet des publics vulnérables. L'AFPA compte se positionner ? Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin de votre question. Excusez-moi. Là, on a dans les prochains jours un appel à projet qui va se formaliser à l'échelle régionale sur aller chercher les publics vulnérables. Dans le cadre du SEJ, est-ce que l'AFPA souhaite se positionner? Parce que moi, je pense quand même qu'il y a peut-être une logique. L'AFPA s'était déjà positionné sur le prépa-apprentissage il y a quelques temps. Moi, j'ai assisté quand même, j'ai pu constater qu'il y avait une synergie même d'infrastructures au niveau du centre AFPA de Nice avec sur le même plateau, que ça soit Déclic, que ça soit la promo 16-18 et prépa-apprentissage. Donc, la question d'aller vers un public vulnérable, est-ce que ce ne serait pas l'opportunité pour l'AFPA? Alors, je ne vais pas vous répondre ici, il faut qu'on le regarde. Non, mais je me permets… Par contre, ce que vous disiez juste précédemment est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que, et notamment les ponts entre ces différentes prestations que vous avez citées, aujourd'hui, on n'est pas forcément très performant dans l'articulation des différentes prestations. Et ce sont des questions sur lesquelles on se pose des questions, parce qu'il est clair qu'un jeune qui rentre dans Promo 16-18 a tout à fait, pour certains d'entre eux en tout cas, peuvent trouver une solution dans prépa-apprentissage et ensuite dans un parcours d'apprentissage. Donc voilà, on a à travailler cette partie-là. Sur les publics vulnérables, en général, on a toute vocation, puisque notre mission d'inclusion est forte, on a toute vocation à se positionner. Maintenant, je ne vous répondrai pas très spécifiquement sans avoir le cahier des charges sous les yeux. Vous le comprenez, hein. C'était simplement… et sur le fond, sur le fond, on a toute vocation à être là. Non, l'idée, c'était vraiment de faire le pont aussi avec Déclic. On n'a pas tellement… Bon, il faut peut-être réactiver le fait qu'il y a Déclic qui existe et qui permet d'ouvrir le champ des possibles à des jeunes par rapport à vos plateaux techniques. Donc, moi, ça me semble intéressant. Et après, sur le public vulnérable, je me permettais quand même de poser la question puisque les délais vont être relativement courts, c'est tout, pour répondre. Oui, je comprends. Je comprends. Voilà, mais sinon, je crois que ça a travaillé au plus près des territoires et en articulation avec les différents partenaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présent. Donc, je regarde à nouveau mes collègues, Mohamed, Eve, Sylvie, si vous voulez, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, pour moi, c'est bon en tout cas. On va laisser tout le monde aller manger. Merci également. Merci à tous. Merci pour votre mobilisation à toute l'équipe d'Avignon, autour de Mohamed, toute l'équipe de la promo pour ce témoignage territorial qui est vraiment très fort et qui est important de mener parce qu'effectivement, il y a vraiment de beaux exemples qui peuvent être utilisés pour le développement de la promo sur d'autres territoires. Merci beaucoup et bon appétit. Merci à tous. Merci à tous les partenaires. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.